Tu es un homme, tu bosses, tu dois réussir pour après nourrir ta famille. Et donc, est-ce que vous, particulièrement pendant cette période, il y avait un soutien, ne serait-ce autour de vous pour… Non, pas du tout. Je me suis soutenu tout seul. Dans la famille, on travaille. La valeur, c'est le travail. Et tu dois réussir. C'est un devoir. Ton devoir, c'est de réussir tes études. Pour ça, il faut te donner les moyens. Parce que plus tard, tu seras tout seul pour subvenir à tes besoins. Il n'y a pas de savoir-faire sans savoir-être. Les deux sont intimement liés. Vous ne ferez bien que si vous êtes bien. Si vous aimez ce que vous faites, si vous le faites avec cœur. Si vous n'aimez pas ce que vous faites, vous le ferez mal. Ce métier-là, il faut le sentir. Il faut comprendre que ça va être dur, exigeant. Si vous ne travaillez pas de façon acharnée, vous n'êtes pas clairvoyant dans l'approche des choses, si vous ne vous donnez pas les moyens, si vous ne sacrifiez pas certaines choses, vous ne réussirez pas. Gildas Rassidier, je suis, de classification, diplomatie et relations internationales et droit des affaires. Je suis passionné de négociation. Entre autres, je suis passionné également de leadership et donc président de la fondation du Kid Speaker Programme. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner à cette chaîne si c'est la toute première fois que vous découvrez cette émission ou ce podcast parce que je vous embarque dans une très belle aventure. Et pour cette toute première saison, nous rencontrerons des avocats aux profils inspirants. L'objectif, c'est de vous inspirer, c'est de vous motiver, c'est de vous pousser à l'impact, c'est de vous aider à comprendre des choses, à avoir de réponses sur vos questionnements par rapport à votre place dans ce monde. Aujourd'hui particulièrement, celui que nous allons recevoir, il incarne cette noble mission dans un domaine assez dynamique. Inscrit au barreau de Bordeaux depuis 2002, cela fait bientôt 23 ans qu'il porte haut l'étendard du droit. Avec plus de 161 décisions référencées sur la plateforme Dalloz, il brille dans des domaines variés, droit bancaire, droit des entreprises en difficulté, droit des sociétés et bien d'autres encore. Docteur en droit et avocat associé chez Redlink, il conjugue expertise et engagement dans une discipline exigeante, le droit bancaire et financier, aussi bien en conseil qu'en contentieux général. Stéphane Asensio, il s'appelle. Maître Stéphane, bonjour et bienvenue dans cette toute première épisode de notre émission, je dirais podcast, parcours et résilience. Oui, bonjour Gildas. Et merci pour cet honneur. Vous le méritez amplement. Que de venir vers moi. Et d'ailleurs, je dois vous dire que vous en savez bien plus que moi sur mon exercice professionnel. 161 décisions, je ne le savais même pas. J'espère que je resterai serein tout au long de cette interview parce que je suis trop admiratif de votre profession. Et donc, pour un peu contextualiser cette émission, on en a parlé longuement tout à l'heure avant donc le démarrage. Mais nous allons plus centrer l'émission sur vous, pas sur votre carrière. Parce que ce qui nous préoccupe et ce qui nous intéresse dans ce projet, c'est de comprendre qui se cache derrière Stéphane Asensio. Comment il vit sa transformation et qui il est devenu pour devenir avocat et pour avoir fait toutes ces années, près de 30 ans de carrière dans cette profession d'avocat. Maître, présentez-vous à nous et dites-nous qui vous êtes. Pour être très précis, Gildas, c'est avocat 22 ans. J'ai fait autre chose pendant 30 ans. J'ai été enseignant d'abord. Alors un petit enseignant, puisque j'étais chargé de travaux dirigés à l'université pendant la rédaction de ma thèse. Ensuite, j'étais juriste pendant 2 ans dans un cabinet d'avocats à Paris. Et c'est à l'issue de ces 2 ans que j'ai passé le CAPA et prêté serment le 8 janvier 2002, très exactement. Et donc je suis avocat depuis le 8 janvier 2002. Alors j'ai aujourd'hui 54 ans. Intéressant. Vous êtes jeune? Oui, je le pense, je l'espère, je le crois. Voilà, je veux le croire. Alors, parler de moi, c'est l'exercice peut-être le plus difficile, puisque je passe mon temps à parler des autres, ou à parler pour les autres, et surtout dans l'intérêt des autres. Alors, l'exercice un peu égocentrique consistant à faire état, à décrire mon parcours individuel, je vais tâcher. Mais je serai certainement moins bon que lorsque j'interviens pour mes clients. Vous inquiétez pas, je vous lancerai des questions régulièrement pour vous orienter aussi un peu. D'abord, vous êtes né où? À Bayonne, au Pays Basque. Ok. Vous êtes français d'origine?
Oui, absolument. Mais j'ai vécu très jeune en région parisienne. Hein. J'ai quitté Bayonne à l'âge de 6 ans. Et je suis resté en région parisienne jusqu'à l'âge de 11 ans. Puis après, mes parents sont arrivés à Bordeaux. Et donc je suis à Bordeaux depuis 1981. Très exactement. Quand même. Voilà. Collège, lycée à Bordeaux et à Talence, hein, puisque après mes parents habitaient Talence. Et je passe le bac. Et à ce moment-là, je vais vous dire, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Alors, l'époque, hein, on est en 1988, on n'avait pas Parcoursup, ni toute la pression qui est aujourd'hui sur nos enfants, hein, j'en ai 3, et je me dis que on a sur eux, enfin en tout cas on leur demande de faire des choix, alors que nous, pas du tout. On avait une plus grande liberté et ça ne nous empêchait pas d'avoir un métier plus tard. L'époque a vraiment changé et de vous à moi, je l'ai plaint aujourd'hui. Je suis rentré en droit parce que, comme nombre d'entre nous, j'étais intéressé par les métiers, bon, surtout celui d'avocat, mais pas que celui d'avocat, hein, et également celui de magistrat. Influencé que je pouvais être, comme d'autres, par les séries que l'on voyait, parce que je n'avais pas de juriste dans ma famille, donc je ne peux pas dire que j'ai suivi un exemple familial. Voilà, c'est en fait comme beaucoup de choses, on y viendra tout à l'heure, c'est un petit peu le hasard, voilà, qui m'a conduit à ça, avec un certain goût quand même pour tout ce qui est relevé de la justice, mais sans connaissance plus précise que ça dans le système juridico-judiciaire français. Okay. Bon, alors il s'avère que ça va m'intéresser, okay. Mais que arrivé en 5e année, en DEA de droit privé, finalement je me dis, je vais plutôt suivre la voie professorale. En 1993 ? C'est ça. Vous savez toute ma vie en fait. Je n'ai plus rien à vous apprendre. En 1993. Et à ce moment-là, j'avais hésité entre la magistrature, je ne pensais même pas au métier d'avocat. J'ai hésité entre la magistrature et puis l'enseignement. Et j'étais dans une certaine voie. Et j'y suis resté. Et donc j'ai fait une thèse. Alors j'ai demandé au professeur Jean Hauser d'être mon directeur de thèse, qu'il a accepté. Ok. Ah, c'est comme ça se passait à l'époque. Vous demandez vous. Ah, il faut aller chercher. Ah, ok, d'accord. Il faut leur demander. Alors, il s'avère qu'il était le responsable du DEA, ce qui aujourd'hui correspond à Master 2, oui. Dans lequel j'étais à l'époque, hein, qui était de droit privé, c'était le sien. Donc c'était aussi, on avait des relations. D'accord. Voilà. Et puis on avait aussi nos propres choix. Il y avait des enseignants, des professeurs qu'on préférait à d'autres. Surtout parce que j'ai eu un enfant. Hein. C'est mignon. Je me suis marié en 1995, bon, divorcé depuis, hein, mais marié en 1995 et mon premier fils va arriver en 1996. Et je me suis beaucoup occupé de lui. Alors, j'ai un instinct paternel assez prononcé. Voilà. Et donc, je vais m'occuper de lui et un peu moins travailler ma thèse. C'est pour ça que je ne l'ai soutenu qu'en janvier 1999. Ok. Et sans vous couper, et sans vouloir vous couper, ce temps où vous étiez donc étudiant, DEA, et après votre fils, j'imagine que c'était aussi rempli de beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements. Et comment vous le viviez ? Ah, surtout en première année. En première année, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Puis est-ce qu'on est fait pour ça ou pas Il s'est avéré qu'à l'époque, en première année, il y avait des matières qui me raccrochaient à ce que j'aime particulièrement comme l'histoire. Okay. Ou la politique. Donc j'ai choisi des matières, que ce soit de sciences politiques, ou droit constitutionnel, ou d'histoire du droit, qui m'a ramené vers ce que j'aime par ailleurs. Donc ça s'est plutôt bien passé. Et ensuite, j'ai remarqué que j'avais certaines facilités parce que j'ai une bonne mémoire. Okay. Et donc en droit, comme nous avons beaucoup de choses à apprendre, en tout cas, il est bien d'avoir une bonne mémoire.
Et en deuxième année, j'ai eu la chance de terminer major. Et bon, donc après, si vous voulez, il devenait évident que j'allais poursuivre dans cette voie. Après des doutes, toujours, surtout avant des examens, c'est jamais assez bien. On a beau travailler de manière acharnée, pendant des années, je n'ai vu ni mois de mai, ni mois de juin, j'étais enfermé à travailler ou à passer les examens. À travailler plus de 12 heures par jour pour réviser. C'est comme une machine. Mais des doutes toujours. La copie, ah, j'aurais dû écrire ceci, ah, j'aurais pas dû écrire cela. Toujours le doute de celui qui passe l'examen. Et donc, vous étiez, est-ce qu'il y avait un soutien quelque part ou peut-être, ne serait-ce la famille, il y avait ce soutien familial qui était aussi derrière vous parce que vous étiez donc un peu isolé pour étudier et j'imagine, pour des cas que nous vivons régulièrement aujourd'hui, le milieu universitaire, ça isole énormément des étudiants et après ça peut entraîner des burn-out ou bien même des cas très extrêmes des fois. Et donc, est-ce que vous, particulièrement pendant cette période, il y avait un soutien, ne serait-ce autour de vous pour... Non, pas du tout. Je me suis soutenu tout seul. Alors après, c'est vrai que je peux avoir un tempérament un peu solitaire, parfois même un peu sauvage, on dit à ma compagne, un peu ours, qui facilite le fait de pouvoir s'isoler et travailler tout seul. Comme j'aime beaucoup la lecture, j'aime beaucoup le livre, l'écrit, donc j'aimais bien les ouvrages, passer du temps, des bibliothèques, faire de la recherche, ça me plaisait. J'ai pas ressenti le besoin, si vous voulez, d'être entouré. On pouvait discuter entre camarades, si vous voulez. Mais on voit quand même vite qu'il y a une dimension individualiste, c'est prononcé à l'université, donc c'est un peu chacun pour soi. Hein, oui, ah oui, ah oui, très avancé. Non, mais c'est très intéressant ce que vous nous dites. Et quelles ont été en fait les valeurs dans lesquelles vous avez grandi et qui vous ont aussi en quelque sorte porté pendant toute cette période de votre vie et jusqu'aujourd'hui, certainement? Alors, très classique, conventionnel, voire conservatrice, ou pour certains même réactionnaire, c'est tu es un homme, tu bosses, tu dois réussir pour après nourrir ta famille. Okay. Voilà. Donc c'est dans la famille on travaille, la valeur c'est le travail, et tu dois réussir. C'est pas tu feras ce que tu peux mon garçon. Non, tu dois. C'est un devoir. Ton devoir c'est de réussir tes études. Pour ça, il faut que tu te donnes les moyens. Parce que plus tard, tu seras tout seul pour subvenir à tes besoins. Oui, quand même. Donc, si j'ai bien compris, des valeurs d'autonomie, d'indépendance, d'émancipation en quelque sorte? Oui. Tu te débrouilles. Okay. Tu te débrouilles. Personne ne le fera à ta place. Tu dois faire les choses par toi, enfin pour toi, par toi. Ok. Et vous le disiez tout à l'heure que vous n'êtes pas né d'une famille riche et autres. Que faisaient vos parents que font vos parents? Alors, deux familles totalement différentes, deux branches tout à fait différentes. Une branche paternelle plutôt pauvre. Mes grands-parents étaient analphabètes. Okay. Mon grand-père paternel était marin, mais analphabète. Ma grand-mère était femme au foyer, analphabète. Il signait avec une croix, okay, du côté de mon père. Et alors du côté de ma mère, ça n'a rien à voir, c'était une famille bourgeoise de Bayonne. Mon grand-père était pharmacien et sa femme l'aidait à la pharmacie. Voilà. Mais voilà, deux branches familiales tout à fait différentes et mon grand-père maternel était un peu le patriarche. Hein. Je vous parlais tout à l'heure de choses un peu conservatrices, oui, quand même. Oui. Et donc, c'est un peu lui qui décidait. Ma mère a suivi les conseils okay, avisés de son père, mon grand-père, et il a été rapidement convenu que je ferais du droit. Ah ouais, pour eux. Intéressant ça. Donc ça a influencé aussi un peu votre choix d'orientation scolaire. Oui, alors en fait avec mon grand-père paternel qui était un grand érudit, nous discutions beaucoup histoire politique. Okay. Et donc j'ai très tôt,
Et d'ailleurs, j'ai même fait comme vous, un jour je l'ai interviewé. J'ai une cassette quelque part, j'ai 13 ans, où je l'interview sur la Première et la Seconde Guerre mondiale, et la façon dont il avait, lui, vécu les choses. Mais c'est vrai que c'est un homme austère, hein, très austère, catholique, très avant Vatican II. Et quelque part, alors comme il était encore une fois, très vieille France, il regrettait de n'avoir eu que des filles. Et il a eu que des petits-fils. Ah ben intéressant ça fait le poids. Et donc pour cet homme, qui encore une fois, c'est une génération, Oui, bien sûr, voilà, hein, enfin, un profil qui n'existe plus beaucoup aujourd'hui. Parfois, il faut l'espérer quand même, parce que c'est un peu rude. Et qui a finalement un petit peu tout donné, tout légué, quelque part, d'un point de vue intellectuel, à ses petits garçons, à ses petits enfants. D'accord. Et principalement à moi, qui ai vécu le plus de temps avec lui. Ah oui, intéressant ça. Intéressant. Donc, je pense que là, je vois un peu l'environnement familial, si je peux l'exprimer ainsi. Et donc, il y a quand même eu ce soutien qui est resté jusqu'à l'université. Non, parce qu'il est décédé, j'avais 16 ans. Donc j'étais au lycée. Mais il y a des choses qui restent. Oui, hein. tout à fait. Quand vous passez du temps à discuter, à écouter, à vous intéresser. Et d'ailleurs, qu'est-ce que l'écoute pour vous? Je ne vous coupe pas. Mais qu'est-ce que l'écoute pour vous? L'écoute, ça a quelle valeur pour vous? L'écoute est fondamentale. Il ne peut pas y avoir d'échange sans écoute. Ok. Donc ces valeurs sont restées. Je vous suis maintenant dans Ces votre... oui, ces valeurs de travail, vraiment. Il a travaillé toute sa vie, même après sa retraite, après avoir vendu sa pharmacie, il a continué à travailler. Il n'était pas concevable, en tout cas dans ce qu'il m'a transmis, de ne pas être perpétuellement en activité. Ok, d'accord. L'oisiveté, l'oisiveté pour lui c'est un péché, hein, d'un point de vue religieux. Donc il vivait réellement sa foi et il m'a transmis un certain nombre de valeurs. Alors après moi j'en ai fait ce que j'ai voulu, hein. Je ne suis pas lui. Mais toutefois, cette idée de travail, oui, était très présente et je me suis efforcé également de la transmettre à mes fils. Ouais. Et vous, aujourd'hui, quelles sont les valeurs qui vous portent? Parce que, je l'explique mieux, les gens ont cette caricature en griffe de l'avocat que c'est un mec, excusez l'expression, que c'est un homme ou une femme tellement matérialiste, qui a la tête dans le sale dossier, excusez-moi, à défendre des méchants et autres, des personnes qui sont indéfendables pour eux. Alors que c'est quand même quelqu'un derrière qui porte aussi des valeurs et qui a fait un serment vis-à-vis de sa profession. Alors, il y a peut-être deux. Alors, l'une que je peux exprimer facilement, qui est celle de l'honnêteté intellectuelle. Et l'autre, c'est quand même, je crois, nécessairement le sentiment de participer à quelque chose de plus grand, de plus important que nous, à savoir la justice. Et une justice également qui elle-même est fondamentale dans un système politique démocratique. Et donc, quelque part, il ne peut pas y avoir de démocratie sans avocat. Ce n'est pas possible. Il faut qu'il y ait la possibilité dans un système, dans une société, que l'individu puisse être défendu contre autrui, contre le système, contre l'État, voilà. Et l'avocat est celui qui est là pour ça, c'est sa mission. Et cette mission, je crois, est fondamentale parce que l'avocat est auxiliaire de justice, mais donc participe à l'œuvre de justice, laquelle elle-même est indispensable pour qu'il existe un vrai système démocratique et de liberté. Ok. Donc, comment définiriez-vous l'avocat alors, en quelques mots, comment définiriez-vous l'avocat? Est-ce un pacifiste? Il y a des avocats.
Ok. Il n'y a pas un avocat. Ah, mais vous vouliez bien nous l'expliquer? C'est ça la grande différence. Alors d'abord, parce qu'il y a deux types d'activités, même plusieurs, puisqu'il y a des sous-catégories. Mais les deux principales activités, c'est celle de conseil et celle de défense. Celle où il s'agit de prodiguer des avis, des recommandations, d'établir des actes juridiques, et celle qui consiste en juridiction Ok. à aller présenter oralement des observations, ce qui s'appelle plaider. Un peu plus le pénal? En réalité, non pas que le pénal, le civil également. Ok. On a une vision de la justice contentieuse trop pénaliste. Ok. Mais il y a beaucoup plus de chambres civiles que de chambres pénales. Il y a beaucoup plus de décisions de justice en matière civile qu'en matière pénale. Et heureusement. Ah oui. Sinon, ça signifierait que s'il y avait besoin autant de décisions pénales que de décisions civiles, c'est qu'il y a beaucoup de délinquance. Plus oui, bien sûr. Donc, non, heureusement, il y a quand même beaucoup plus de procès dans des confrontations pour des sujets non pénaux, non répressifs, qui ne ressortent pas de la matière répressive. Ah, ouais. Ah, mais intéressant ce que vous dites. Et c'est pour ça que Gildas, qu'il y a plusieurs avocats. Parce que vous avez l'avocat d'affaires, l'avocat pénaliste, c'est pas le même. Ouais. Alors, évidemment, après, ça dépend où vous vous trouvez. Dans des grandes villes, vous avez une plus grande spécialisation des avocats. Dans des endroits où il y a moins d'habitants, l'avocat peut faire un peu tout. Ouais. Mais on n'a pas la même approche du métier quand on est avocat pénaliste ou quand on est un avocat d'affaires. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a plusieurs avocats. Et donc, définir l'avocat. Alors, la seule définition, c'est pas celle de l'avocat, c'est la définition du juriste. Hein, c'est celui qui est là pour aider à la mise en œuvre des règles dans l'intérêt de ses clients. Ah ouais. Cela nécessite alors une expertise autant avancée à son niveau, je suppose. Oui, une expertise qui s'affine avec le temps. La formation initiale est une chose, mais elle est bien insuffisante pour maîtriser tout ce qu'il convient de maîtriser quand on fait ce métier. Mais vous êtes d'accord que la formation initiale, elle est évaluée là-dessus pour passer l'examen et pour devenir avocat. Il y a des institutions où il y a des réflexes d'ordre professionnel que l'on peut avoir, qu'il n'a pas forcément en ce moment-là. Donc, si vous voulez, cette formation, finalement, sans le terrain, est-ce que ça le sait véritablement? Parce que quand il finit la formation, il n'a que des bases théoriques. Après, il rentre dans la profession, il doit encore apprendre beaucoup pour devenir expert. Donc, directement, quand il sort de sa formation, il n'est pas expert. Vous savez, moi j'ai la conviction que la vérité réside dans l'équilibre en toute chose. Et que donc il faut les deux. Quelqu'un qui n'a pas de théorie suffisante aura une pratique qui sera souvent inefficace. Et celui qui ne fait pas de pratique et qui n'a que de la théorie ne saura pas comment travailler, donc ne fera pas bien son métier non plus. Donc il faut les deux. Et c'est la raison pour laquelle il y a une formation permanente. Hein, c'est qu'il est nécessaire de nourrir la pratique pendant toute son activité professionnelle, parce qu'on est dans un domaine qui est en constante évolution. Les règles changent tout le temps. Et puis, il n'y a pas que des règles écrites, hein. Il y a aussi les décisions de justice qu'il faut connaître. On ne peut pas faire notre métier sans connaître ce qu'on appelle la jurisprudence. Et celle-ci change continuellement. Et puis, il faut connaître sa jurisprudence locale et pas uniquement la jurisprudence nationale. Oui. Parce que vous pouvez avoir certaines juridictions dont vous savez qu'elles vont trancher dans tel ou tel sens. Donc, vous allez présenter le dossier de votre client en fonction des personnes qui vont juger, quand vous savez comment elles jugent. Ah oui. Et donc, il y a une formation continue, en tout cas pour ce type de métier. Oui, alors, l'école d'avocat, de toute façon, hein, Okay. voilà, vous l'avez. Mais la formation conjugue théorie et pratique. Et puis, vous avez avant tout ce que vous avez appris à l'université. Mais sauf que vous pouvez devenir avocat sans nécessairement avoir une formation complète de juriste avant. Ah oui? Comment c'est possible?
Il suffit d'être diplômé. Je ne sais plus aujourd'hui, je crois que c'est c'était bac plus 4 en droit avant, mais vous avez des passerelles. Oui. Donc vous avez des personnes qui n'ont pas eu forcément un parcours complet en droit et qui sont devenus avocats. C'est très intéressant ce que vous dites dans la mesure où moi particulièrement, j'aime pour étudier être aussi en entreprise au même moment. Ce n'est pas forcément le schéma des alternances, mais plutôt le schéma des stages. Ça peut être payant comme ça peut ne pas être payant. Mais si vous voulez, j'ai besoin d'assimiler ou bien de faire le lien entre ce que j'apprends et la pratique et le terrain pour pouvoir rester accroché et rester motivé et continuer. Et si je n'ai pas vraiment cette opportunité, c'est que je me paye et j'ai comme l'impression de naviguer sans vraiment orientation. Oui, après, si vous voulez, il faut donner le temps au temps. Ok, ça veut dire? Ça veut dire que l'expertise advient par l'expérience et donc, si vous voulez, par le temps passé à travailler. Vous êtes vraiment à l'aise au bout, je pense, de 15-20 ans d'activité. Carrément, jusqu'à 15-20 ans. Oui, vous apprenez tous les jours. Hein. Vous apprenez tous les jours. Un client peut vous interroger. La matière est tellement vaste qu'on peut vous interroger dans un domaine. Vous n'avez jamais eu de dossier dans ce domaine-là. Vous allez devoir vous informer pour pouvoir traiter le dossier. Et puis vous allez tâtonner. Vous parliez de doute tout à l'heure. Mais c'est là que vous avez le doute. Quand vous êtes dans un domaine de compétences, un domaine que vous maîtrisez parfaitement, le doute, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a toujours un petit peu, mais quand même pas beaucoup. Mais lorsque un client vous demande d'intervenir sur un sujet que vous ne connaissez pas bien, alors soit vous ne le faites pas et vous transmettez à quelqu'un d'autre. Si vous le faites, vous allez transpirer. Parce que vous allez craindre de vous tromper. Ah oui. Et ça, mais ça peut arriver continuellement. Nous sommes dans je ne sais pas si vous imaginez le nombre de textes qui existent, et vous pouvez passer à côté d'une disposition qui modifie ce que vous pensiez connaître, et qui risque de vous faire tomber dans l'erreur. Mais moi, lors de mes stages en droit et autres, il y a vraiment ce contraste qu'entraîne le fait d'être en train de travailler sur un dossier où on ne voit pas, on n'est pas certain d'être sur la bonne voie, mais il faut continuer par chercher et on voit également le temps passer. On se dit, mais on se culpabilise à un moment donné et ça installe en fait un sentiment de culpabilité. Et je l'imagine pour des professionnels vraiment. Moi, j'étais qu'un stagiaire et je vivais cela. Et j'imagine un professionnel dans ce domaine. Donc, ça doit être permanemment le manque de confiance en soi. Alors, au début, surtout. La première fois que j'ai plaidé, c'est une expérience fantastique, mais je la souhaite à personne. C'était dans un tribunal correctionnel, donc c'est du pénal. Et j'étais commis d'office, et le client était le seul incarcéré. Donc je suis passé en premier. J'ai jamais plaidé de ma vie là. Je passe le premier, j'ai tout le monde derrière, c'est-à-dire tous les confrères, toutes les personnes qui assistaient à l'audience, et j'ai dû y aller. Alors là, je peux vous dire que le doute... Quelquefois, paradoxalement, vous avez parfois l'aisance du débutant, qui dit j'ai rien à perdre, parce que moi j'ai pas d'expérience, j'y vais. Bon. Ce qui est quand même très, très téméraire. Mais je crois que ce jour-là, je l'ai eu, cette aisance de... Je ne sais pas pourquoi, j'étais à l'aise. Alors que finalement, 4-5 ans plus tard, lors de certaines audiences, j'ai pu être moins à l'aise. Mais je vous parlais d'honnêteté tout à l'heure. Et vous disiez le temps qu'on passe sur un dossier. Il y a le temps qu'il convient de passer et il y a le temps qu'on s'octroie d'y passer. Okay. Oui, parce que la différence, c'est que nous sommes dans le monde privé. L'avocat, lui, doit observer une certaine rentabilité dans son dossier. S'il passe 50 heures là où il sera payé 500 €, il va fermer le cabinet. Il ne pourra pas tenir. Donc, si vous avez des clients qui ont les moyens, et c'est là que la justice est inégale, puisque, effectivement, alors, après,
j'avoue qu'on m'a souvent reproché de passer trop de temps sur les dossiers. Alors, c'est pas les clients, hein, les clients, ils sont contents. Moi, c'est mon éthique personnelle. Je ne sais pas ne pas traiter à fond un dossier, quelle qu'en soit la rémunération. Alors, je vais vous dire, aujourd'hui, à mon âge, je peux me permettre un certain nombre effectivement de choses, c'est-à-dire que je fais ce que je veux, je considère que mon éthique passe avant tout le reste. Donc si je dois passer 20 heures sur un dossier où je suis payé 1000 euros, je passerai 20 heures sur un dossier où je suis payé 1000 euros, je ne serai pas rentable. Ah ouais. Non, mais ce que vous dites est très, très intéressant, ma foi, parce que ça soulève la question vraiment d'engagement aussi que pourrait se poser le commun des mortels sur la carrière d'avocat, où ils ont une appréhension du métier, comme quoi l'avocat, ben, lui, il veut faire ses chiffres, il est dans le privé, donc il passe le temps qu'il veut Oui, consacré au dossier et il peut arriver qu'il ne traite pas à fond les dossiers. Alors, Gildas, Oui. votre vendeur de voiture, je ne sais pas si vous avez une voiture. Non, j'en ai pas. Bon, vous avez une moto, un vélo. Oui. Bon, eh bien, il faut qu'il soit rentable. Parce qu'une entreprise qui n'est pas rentable, la femme elle tombe en redressement ou liquidation judiciaire. Effectivement. Hein Effectivement. Un cabinet d'avocat, c'est pareil. Donc, il faut quand même comprendre que la logique de la rentabilité de l'entreprise lambda doit également s'appliquer à un cabinet d'avocat. Alors, c'est vrai que pendant très longtemps, on avait une vision qui était très, très, très distincte. Hein. On disait un cabinet d'avocat, ce n'est pas une entreprise comme une autre. C'est une autre époque. Aujourd'hui, compte tenu du coût des charges qui sont Vous lourdes, en avez des charges, hein? qui sont très lourdes, si vous ne recherchez pas une rentabilité, vous ne vous paierez pas. Vous ne vous paierez pas. Donc, alors après la rentabilité, vous l'avez en sacrifiant votre vie personnelle. C'est-à-dire que profession libérale, vous n'avez pas le choix. Alors, c'est deux choses l'une. En tout cas, moi j'ai fait un choix. C'est-à-dire que j'ai fait le choix de travailler beaucoup en ne sacrifiant pas le traitement de mes dossiers. Donc je donne le temps qu'il faut à chaque dossier. Okay. Mais après, voilà, moi j'ai pris une semaine de vacances cette année. Il m'arrive de travailler le week-end. Donc, bon, voilà, mais c'est un choix personnel. Mais ensuite, physiquement, c'est dur. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr. Qu'une semaine de vacances en une année. Ouais. Wow. C'est peu, hein, je trouve. C'est peu. Alors, j'ai jamais été très vacances, hein, de vous à moi. Et quand je suis en vacances, je tourne en rond. Alors, au bout de 3 jours, il faut absolument que je fasse quelque chose. En général, je profite pour lire les livres que je n'ai pas le temps de lire le reste de l'année, les gros pavés de préférence. Parce que comme ça, au moins, je passe le temps, parce que le temps est long en vacances. Bon, mais après, plus on devient âgé, plus on a besoin de se reposer quand même. Il faut être réaliste. On n'a pas la même force physique. Morale, oui, force morale, mais pas la même force physique qu'à 30 ans, quand on en a 50, ou plus de 50. Et dites-moi, maître, l'avocat, il joue un rôle? Alors, est-ce qu'il joue ou est-ce qu'il incarne? Il peut jouer, mais il peut aussi incarner. C'est-à-dire que nombre de mes confrères, quand je les observe, on voit qu'ils incarnent. Ils incarnent ce métier de défenseur. Hein. Dans tout son sens. Oui. Aspect, Vous savez que l'avocat a des comptes à rendre dans son comportement, mais dans son comportement de tous les jours. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. On est obligé d'avoir une certaine tenue, de se comporter en personne, en tout cas dans le respect des règles du barreau. Hein. Oui. Donc même dans la vie de tous les jours, je ne peux pas me comporter comme un gougnafier, je ne peux pas jouer de la musique de la rue. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a eu un cas d'école, hein, je ne sais plus si c'était à Bergerac ou Périgueux, je crois que c'était Bergerac, où un confrère jouait de la guitare dans la rue, il a été sanctionné par le Conseil de l'Ordre. Oui, et ça avait déclenché l'esclandre, parce qu'on considérait que l'avocat doit adopter une certaine honorabilité dans la vie de tous les jours.
Hein, donc vous voyez Ok. que on est comme soumis, on nous demande, moi je trouve ça très bien en soi, parfois exagération, mais on nous demande de se comporter en personne qui appartient à un corps. D'accord, oui. Et donc voilà, c'est une distinction qui est voulue par rapport aux autres personnes, enfin en tout cas aux personnes qui exercent d'autres activités professionnelles. Ah oui. Cela peut témoigner également de la considération ou de la grandeur de la justice en fait dans un état de droit, peut-être. Oui, alors oui, en tout cas quand on l'incarne, mais je pense qu'on ne peut pas bien le faire si on oui. si on n'incarne pas, si on n'a pas foi dans ce qu'on fait. Oui, Hein. oui, Parce qu'à un moment donné, ça a ses limites. oui, c'est vrai. Quand vous disiez tout à l'heure, vous évoquiez l'aspect très matériel, très froid, très distant. Alors il le faut également. Hein. Donc là, je vais sur une autre dimension, mais il ne faut surtout pas s'assimiler à son client. On ne l'aide pas en faisant ça. Ah oui, Non, il faut prendre de la distance. On ne conseille bien que lorsque on se distancie de son client, il faut garder la tête froide. Je vous parlais d'honnêteté tout à Oui. l'heure. Mais il faut lui dire les choses telles que vous les concevez honnêtement. Et si ça ne va pas dans son sens, vous n'allez pas dans son sens. En tout cas, moi, c'est ma conception. ok. Je préfère dire à un client, écoutez, mon analyse ne vous convient pas, mes conseils ne vous conviennent pas, allez voir un autre confrère. Mais moi, je ne pourrai pas vous aider, vous assister, si vous n'adhérez pas à mon analyse et à mes conseils. Juridique, ok, d'accord. Et aussi, donc, est-ce à dire que l'avocat ou le professionnel de droit doit être quelqu'un, ne peut pas être dégourdi, doit toujours être quelqu'un de très sérieux, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans sa vie quotidienne, en famille et partout? Alors, lorsque est en jeu le patrimoine des gens, pour les aspects civils, la liberté des gens, pour les aspects pénaux, oui, c'est sérieux. On ne plaisante pas avec ça. Parce que là, ça fait partie de métiers comme la médecine, par exemple, où vous êtes quand même au cœur de la vie d'une personne. Donc oui, c'est sérieux. On ne peut pas prendre ça à la légère. Alors, ça ne veut pas dire qu'après, on ne peut pas se comporter comme un guéluron avec des amis ou en famille. Alors, Mais on ne peut pas jouer de guitare dans la rue. on ne peut pas jouer du guitare dans la rue, en revanche. Mais en réalité, bon là, devant vous, parce que c'est l'exercice, j'adopte une posture peut-être un peu austère, mais en réalité, je blague énormément. Ah oui, d'accord. Mais pas avec mes clients. Entre amis. Oui, mais même au travail, mais pas avec mes clients et pas quand il s'agit de traiter un dossier. Pour des personnes, vous savez, c'est peut-être toute une vie en jeu. Lorsque dans le domaine que je connais bien, vous avez des chefs d'entreprise qui risquent de tout perdre. Tout perdre, c'est pas uniquement perdre de l'argent, c'est que vous avez après une famille souvent qui est concernée. Et avec une perte financière, vous avez parfois après des séparations. Vous avez des drames consécutivement, si vous voulez, aux difficultés financières. Donc oui, c'est sérieux. Ah oui. Il faut être permanemment concentré, avoir l'esprit calme, posé pour prendre le recul nécessaire sur les choses. Oui, alors parfois je désespère mes clients qui m'invitent à déjeuner parce que je ne bois jamais d'alcool, je ne bois pas, mais jamais de vin à midi. Jamais. Parce que je travaille après. Ok, d'accord. Et je vais avoir l'esprit parfaitement clair. Donc je ne bois jamais de vin à midi quand on m'invite. On me dit, mais maître, à Bordeaux, je suis désolé, non, je ne boirai pas. Je travaille après. Le client pour lequel je vais travailler, l'erreur est vite commise. Hein. Ah oui, Un mot mal utilisé peut constituer un aveu. tout à fait. Dans ce tellement de choses. Même quand vous plaidez, quand la procédure est orale, parce que voilà, on a différents types de procédures, hein, mais si vous vous trompez, votre adversaire va vite dire « Ah, vous venez de dire ça » et va demander à ce que ce soit écrit sur le primitif ou que le président ou que le tribunal retienne
ce qui vient d'être dit. Et même si on désavoue, ben, la première version est toujours considérée. Alors, ça dépend si la procédure est écrite ou orale, mais lorsque la procédure est écrite et que vous faites un aveu dans des écritures, et quand même vous voudriez les corriger après, c'est terminé. C'est terminé. Ah oui, non mais c'est très percutant ce que vous dites. et donc, c'est très intéressant, je suis d'ailleurs perdu. Mais comme la médecine. Ah oui. Bah, bien sûr, lorsqu'un médecin se trompe sur un diagnostic, ça peut être fatal. Oh. Ouais. Alors, je dirais, pour moi, c'est un cran au-dessus, quand même, la médecine. Hein. Mais, en tout cas, mon approche est celle-ci, c'est que c'est sérieux. Voilà, c'est sérieux. Ouais. Donc, ça veut dire, franchement, ce que moi je retiens et ce que j'y vois, c'est que quand on est étudiant, on n'a pas toutes ces réflexes, on n'a pas cette idée, en fait, de la profession. Et donc, on étudie. C'est vrai que ça peut être beaucoup. Si on avait toutes ces informations. La priorité, quand on est étudiant, c'est d'étudier, c'est de faire le parcours, c'est de respecter, en fait, la discipline qu'instaure la fac, ne serait-ce les heures de TD. Et tout ça, je suppose que ça apprend une certaine discipline aussi, organisation aux étudiants que nous sommes, dont on ne prend pas souvent conscience. La pression qu'on subit quand on est pour les enseignements, les TD et autres. Oui. Alors, bon, quand j'étais étudiant, une partie de l'année, je m'amusais aussi. Hein, disons que la première partie, celle de l'automne et de l'hiver, je travaillais moins qu'après. C'est-à-dire qu'au printemps, au début de l'été, quand on passait les examens. Non, je ne peux pas dire quand même que... Mais les TD, j'ai travaillé sérieusement, et puis surtout les examens, je les préparais de manière intensive, à tel point que, je vais vous faire une confidence, c'est que quand j'ai passé ma licence, j'avais pris trop de médicaments pour m'aider à tenir. Ah oui. Et résultat, j'ai fait des crises de tachycardie, j'ai pas dormi pendant une semaine, parce que j'avais abusé sur... Voilà. Donc, dire aux étudiants, si possible, ne pas prendre de médicaments pour tenir pendant les examens, essayer d'autres méthodes, mais surtout éviter ça. On prend beaucoup du café. C'est bien ça, vous trouvez? Alors moi j'aime ça, le café. Parce que en fait j'ai grandi dans le café, parce que figurez-vous que Bayonne, où j'ai grandi jusqu'à 6 ans, est un port. Et un port où il y avait beaucoup, où le café a arrivé, comme Bordeaux d'ailleurs, hein, Oui. mais bon, de l'Atlantique, hein, de l'Amérique latine ou de l'Afrique, Oui. beaucoup arrivé à Bayonne, et il y a beaucoup de torréfacteurs. Et à côté de la pharmacie de mon grand-père, il y avait un torréfacteur, et j'y allais souvent. Donc moi j'ai grandi dans les effluves de café, alors c'est resté, j'en bois trop. J'en bois trop, mon médecin me dit, non là franchement c'est... Voilà. Faut arrêter. Voilà. Je dis, écoutez, moi faut bien bourrer de c'est ma quelque drogue. chose. Voilà. Donc moi il faut bien que, hein, parce que j'en bois trop. Mais de qualité, Ah oui, bien sûr. toujours, Ah, maître, il faut, hein, je trouve. Hein. toujours. Et donc, aujourd'hui, avec votre niveau et votre expérience dans la carrière et autres, et toute la nouvelle technologie que nous avons de pointe et autres, ChatGPT et autres aujourd'hui, quelle vision ou comment vous projetez en fait cette carrière? Vous pensez qu'elle va disparaître au bout d'un temps et que l'état de droit va disparaître au détriment peut-être, je ne sais pas moi, de la défense sur les réseaux sociaux ou de la défense, parce que les procédures aujourd'hui, on peut les faire en ligne et autres. Comment vous voyez la profession prochainement? Alors je vous dirais, je suis peut-être le plus mal placé pour pouvoir répondre. Et que ce serait d'ailleurs aux justiciables qui ne sont pas avocats, hein, mais qui sont susceptibles de l'être, de dire comment ils ont envie d'être défendus. En réalité, c'est ça qui m'intéresse. Vous posez une question fondamentale. Tous les avocats, tous les syndicats, tous les organismes d'avocats, tous les différentes instances de représentation des avocats se posent cette question. Qu'allons-nous devenir? En tout cas, que va devenir la profession d'avocat? Alors, elle a déjà beaucoup muté ces dernières années. Mon prédécesseur, Alfred Perlong, auquel j'ai racheté une partie de la clientèle quand je suis devenu associé, a pratiqué ce métier différemment de moi. Il écrivait à la main.
ces conclusions qui ont ensuite été retapées par une assistante ou dictées. Ah oui. Aujourd'hui, en tout cas la jeune génération ne travaille plus du tout comme ça. Alors tout est informatisé. Oui. Les recherches sont facilitées par évidemment les plateformes. Donc on va plus à la bibliothèque chercher les bouquins comme je le faisais quand j'étais à la fac. Et puis après essayer de chercher une décision de justice. Non, on le fait avec mots-clés. Bon, voilà. Alors maintenant, vous posez la question de l'intelligence artificielle et également des plateformes qu'on peut trouver qui donnent des conseils juridiques. En fait, il y a une double tendance. Ça fait quand même depuis un bon moment que la justice essaie de réduire, dans tous les cas, le contentieux au profit de modes alternatifs de règlement des conflits. Médiation, conciliation. Donc il y a cette tendance forte à vouloir faire en sorte qu'il y ait moins de règlements de difficultés par une justice, qu'elle soit étatique ou arbitrale, mais qu'on essaie de trouver des solutions de manière alternative. Donc il y a cette forte tendance-là. Et puis de l'autre côté, il y a, oui, effectivement, cette évolution de nature technique qui va nécessairement influencer, modifier l'approche qu'on avait. Mais est-ce qu'on va pouvoir se dispenser du rapport humain? Est-ce que le client, alors ça dépend de quel client, vous avez différents types de clients également, mais le particulier, je ne suis pas sûr. Il va avoir besoin justement d'être rassuré. De rassurer par une personne, encore une fois, qui a un rôle important, qui va la représenter. C'est compliqué quand même. Vous voyez quand même que, on a vu avec le Covid et la visio, bon, c'était bien, mais ça c'est limite. Et qu'on a besoin quand même de se retrouver, on a besoin d'être ensemble. L'homme est un animal social. L'homme, la femme. Oui. L'homme grand H. Voilà. Bon, la personne, oui. L'humain, est un animal social. On a besoin d'être ensemble. La machine ne peut pas tout faire. Et puis, à un moment donné, si la machine fait tout, comment va-t-on traiter, comment allons-nous pouvoir, individu, si on n'a plus d'activité professionnelle, comment on va vivre? Donc ça veut dire qu'il n'y a plus le système aujourd'hui de production-consommation, puisque la machine remplace tout. Oui. Et nous, c'est avec l'activité professionnelle qu'on peut payer les différentes choses. Mais si la machine capte toute l'activité professionnelle, c'est la transformation globale de la société. En fait, la question que vous posez ne concerne pas uniquement la manière dont certaines professions vont pouvoir continuer à s'exercer, mais au rapport de l'homme à la machine, à sa place dans la société et avec les autres. Donc c'est beaucoup plus global que ça. J'avoue que je n'ai pas la réponse. Mais dans tous les cas, ce qui est certain, c'est que oui, il y a déjà des modifications. On le voit dans notre pratique qui est déjà très informatisée. On est dépendant de l'informatique aujourd'hui. Dès que vous avez un ordinateur qui plante, c'est une catastrophe, on ne peut plus travailler. Donc on est constamment avec les personnes, oui, tous les jours, tout le temps. Et puisque vous êtes aussi enseignant, comment est-ce que quelle approche vous adoptez avec vos étudiants aujourd'hui vis-à-vis de votre carrière? Vous les recommandez, vous les conseillez vraiment à se mettre dans un tel profil ou carrière aussi? Est-ce que vous recommandez vraiment à faire le chemin pour devenir avocat à vos étudiants? Ou c'est pas vraiment... vous avez un regard autrement de cette profession aujourd'hui que vous le conseillerez à personne? Alors, il y a deux questions. Je pense qu'il y a deux questions dans ce que vous me dites. Oui. La première, quelle est mon approche? J'ai essayé de leur donner ce que les livres ne peuvent pas leur donner, ou ce que Internet ne peut pas donner de mieux que moi. Parce que finalement, la technique en elle-même, vous la trouvez dans les livres, vous la trouvez sur Internet. Non, ce que j'essaie de leur apporter, c'est de comprendre les fondamentaux. Ça ne sert à rien d'apprendre bêtement une règle si on ne sait pas pourquoi elle s'applique. Et j'essaie de leur faire comprendre que le droit, c'est d'abord de l'humain. C'est fait par et pour les humains. Ce n'est pas désincarné. Et donc, si on ne comprend pas ça, si on ne comprend pas quel est l'esprit des règles
des choses toutes bêtes. Pourquoi telle règle existe? Sur quoi ces règles reposent? Quand je leur donne des cours en matière de financement en droit des sociétés, je leur explique que les règles reposent sur les principes de liberté, d'égalité et de propriété. Et je leur explique en quoi ces valeurs se retrouvent dans les règles et comment elles sont appréhendées concrètement par l'élaboration de certaines règles. Bon, donc ça, vous ne le retrouvez pas forcément dans les ouvrages, sauf les ouvrages de théorie générale du droit, de philosophie du droit, qu'on ne lit jamais, en tout cas que eux, l'école de commerce, ne liront pas. Et donc j'essaie de leur expliquer ça, de faire appel à leur intelligence et à provoquer chez eux le raisonnement qui convient pour après appréhender une technique que d'autres peuvent mieux apporter que moi. C'est très fin et c'est très important ce que vous dites là dans le domaine juridique. C'est la pédagogie. Oui, ok. Tout simplement. Je veux dire, il faut être pédagogue. C'est pas peine d'enseigner si on ne fait pas de la pédagogie. Donc j'essaie de faire de la pédagogie. Quand on me dit, mais finalement, être prof, c'est quoi? C'est être pédagogue. Voilà, c'est être prof. Tout simplement. C'est pas la même approche que le métier d'avocat. Donc vous me demandiez ensuite si je peux le recommander. Si on le sent, c'est très personnel. Il n'y a pas de savoir-faire sans savoir-être. Les deux sont intimement liés. Vous ne ferez bien que si vous êtes bien. Si vous aimez ce que vous faites, si vous le faites avec cœur. Alors évidemment, il faut le faire avec intelligence, mais il faut le faire avec cœur d'abord. Parce que si vous n'aimez pas ce que vous faites, vous le ferez mal. Donc, les choses, en tout cas ce métier-là, il faut le sentir. Il faut comprendre que ça va être dur, exigeant, et vous ne ferez bien que, encore une fois, si vous l'incarnez. C'est le terme d'incarnation qui pour moi est le plus fort dans cette activité. Waouh. Nous sommes en interview là. Nous sommes en interview. Et ok, quels sont, je dirais, les obstacles ou les enjeux auxquels la jeunesse aujourd'hui, selon vous, est confrontée de par votre statut d'enseignant, de par votre statut d'avocat et aussi de citoyen? Vous circulez, vous avez des enfants, vous les voyez, vous côtoyez des jeunes. À quel défi vraiment nous sommes confrontés aujourd'hui, auquel vraiment il faut une prise de conscience immédiate pour mieux se positionner? Alors, je ne vais pas faire de généralité parce qu'on est souvent dans l'erreur quand on fait des généralités. Ce que je vois, c'est qu'il y a certaines notions ou certaines choses dont on ne parle plus ou beaucoup moins. C'est d'expliquer que ça va être dur, qu'il va falloir bosser. Aujourd'hui, on sait très bien qu'on a une culture dominante qui n'est pas la même que celle de nos grands-parents, voire même de nos parents. Nos parents travaillaient, ne se posaient pas de questions, il fallait travailler, et la vie de famille, c'était annexe. Aujourd'hui, on sait très bien que la vie personnelle, les loisirs, la vie de famille a une place égale, voire plus importante que la vie professionnelle. Il y a une inversion des rapports, une inversion de certaines valeurs, mais la réalité brute, elle est là. C'est-à-dire que la logique d'entreprise, elle est là. Si vous ne travaillez pas de façon acharnée, si vous n'êtes pas clairvoyant dans l'approche des choses, si vous ne vous donnez pas les moyens, si vous ne sacrifiez pas certaines choses, vous ne réussirez pas. Et ça, parce que le droit, c'est pas inné. Vous pouvez avoir certaines facilités d'écriture, certaines facilités orales, mais la technique, il faut l'apprendre. Puis après, il faut savoir la manier. C'est comme une pâte à modeler. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup de travail. Et c'est le sens de l'effort. Et ça, hélas, ce que je crois, c'est qu'on ne le dit pas assez. On n'en parle pas assez, que ça va être dur, ça va être difficile. Moi, je me rappelle, quand je crois que j'étais en 4e année, un jour, un prof disait « Ouais, là, vous êtes 200, mais il n'y aura que quelques élus. » Ça ne plaît pas quand on vous dit ça, parce que, souvent on vous dit « Bon, voilà, vous êtes intelligent, vous êtes beau, là, vous êtes jeune, vous avez tout vous est permis. » Oui, en soi, tout est permis. Mais savoir que la vie professionnelle,
C'est dur, hein, c'est plein de contraintes, plein de sacrifices. Et ça, même le terme de sacrifice, bah, c'est pas une notion aujourd'hui qui est phare. Non, pas du tout. Non, c'est l'empathie, La bienveillance. la bienveillance. Bon, alors, c'est bien, mais la réalité, pas toujours ça. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. En grandissant, quand on découvre toutes ces notions, c'est comme on a reçu des baffes dans le visage et on se dit, oula, là, je suis dans la réalité. L'année dernière, je vous donne un exemple, l'année dernière, j'avais un dossier qu'il fallait absolument traiter le 26 décembre. Ouais, le 25, j'ai travaillé, le jour de Noël. Et le 26, on était deux avec mon assistante, on était deux au bureau. Bon, c'est une période où il y a moins de monde. Mais moi, j'avais une date impérative pour le 3 janvier et je n'avais pas le choix. Et quand vous devez faire passer, après, si par exemple vous avez un dossier devant une juridiction qui n'est pas celle de Bordeaux, ben, vous passez par des correspondants, mais il faut qu'ils soient disponibles. Il faut qu'ils aient le temps après de mettre en forme le dossier pour qu'il puisse être adressé à leur destinataire. Mais ça, vous n'allez pas faire ça, ils vont être disponibles, hein, pas du tout. Hein. Donc il faut aussi vous mettre à la disposition des autres personnes. Et donc, ben, pour que le 3 janvier soit prêt, ben, il fallait que le 25, je travaille, que le 1er janvier, je travaille. Et que j'étais ici, là, à votre place. Je me rappelle, j'avais mon ordinateur et j'ai travaillé. Et le 26, mon assistante qui ne devait pas travailler, je lui ai demandé si elle pouvait venir. Oui, elle s'est rendue disponible. Et ça, non, mais c'est vous avez aujourd'hui, moi je suis incapable de réserver des vacances un an à l'avance. Moi c'est 15 jours avant. Hein. Déjà j'en vois beaucoup. Mais c'est 15 jours, oui, parce qu'il peut arriver n'importe quoi. Ah oui, bien sûr. C'était il y a 2 ans, quand il y a eu le feu de forêt sur le bassin d'Arcachon. Il y a eu ce qu'on appelle un référé d'heure à heure, c'est-à-dire que les victimes de l'incendie, pour faire désigner un expert, ont saisi, c'est la procédure la plus rapide qui puisse exister. Et donc, moi je me rappelle, je suis à la terrasse des cafés Arcachon, j'ai mon assistante qui m'appelle et qui me dit voilà, il faudrait que vous soyez disponible parce qu'on veut que ce soit vous. C'était le 16 août. Oui. Bon, ben, je suis reparti. Hein. Je suis reparti à Bordeaux travailler le 16 août alors que j'étais en vacances. Ah ouais. Donc, bon, voilà. Après, mais qu'est-ce que vous voulez? La disponibilité, la réactivité, on parlait de valeurs, ben, elles sont indispensables. Le client, quand il vous sait réactif, quand il voit que vous êtes là pour lui, il sera fidèle. Et c'est comme ça que vous fidéliserez une clientèle et que après par le bouche à oreille, vous la ferez grandir. Et bon, et ça vous permettra après d'avoir une certaine aisance. Wow, super. Non, mais c'est très intéressant, vraiment. Oh, j'invente rien, vous savez, tous les avocats vous diraient ça, je pense. En tout cas, moi, je le découvre et c'est très intéressant pour moi. Donc, maître, nous arrivons, c'est passé tellement vite le temps, nous arrivons à la fin de cette interview. Est-ce que vous avez un mot, encore une fois, je le rappelle, c'est la toute première saison de ce projet, premier épisode aussi. Donc, est-ce que vous avez un mot, d'abord pour les auditeurs ou pour le public qui lira ce projet, mot de recommandation ou peut-être pas. Et si vous avez également un mot à l'endroit vraiment de tout ce beau monde derrière pour les motiver ou leur demander d'aller plus loin, créer cette force en eux. Oui, alors bon, j'ai peut-être parfois été un peu rude, hein, un peu direct, mais je ne vais pas être d'honnêteté tout à l'heure. Donc je crois qu'il faut être honnête, il faut être franc. Hein. Il faut décrire la réalité telle qu'elle est. Oui. Pour ceux, encore une fois, ça dépend vraiment des personnes, mais qui ont un besoin de liberté, de travailler de manière libre, de pouvoir décider de leur activité, de ne pas être sous la direction d'autres personnes. Alors, on l'est toujours un peu quelque part, hein. Et puis de toute façon, nos clients aussi nous dictent beaucoup de choses. Mais il y a beaucoup de joie, d'abord parce que quand on a le sentiment et quand on souhaite participer à cette justice, c'est magnifique la justice. C'est très beau. Quand on a la chance de vivre dans une démocratie, alors elle a plein de défauts, hein, mais quand même, soyons réalistes. Soyons réalistes, voyageons un peu. Nous avons une chance énorme. Alors quand on a cette chance, effectivement, de participer à cette mission fondamentale dans une société
qui est cette justice, quand on l'incarne, et surtout, ce sera peut-être mon dernier mot, ce qu'il faut, c'est être généreux. Alors généreux avec les autres, mais aussi avec soi. Mais il faut œuvrer avec générosité. Voilà, il ne faut pas avoir peur de donner. Il faut le faire avec intelligence, mais surtout et d'abord avec cœur. Oh, voilà ce que je voulais vous dire. Le faire avec cœur. Et donc, ça sera le dernier mot de cette interview. Merci à vous, Maître Stéphane Asensio. Merci, Judas. Chers amis, voilà, c'est notre premier épisode. Restez connectés. Nous dénicherons, et grâce au soutien également de nos invités, de très beaux profils pour vous parler d'eux. Et nous allons rentrer au fin fond de leur parcours, connaître leur guerre, leur bataille silencieuse, leurs doutes, ce qui se cache, vraiment les secrets qui se cachent dans leurs efforts. Et on vous les dévoilera tous. Merci.